Salut, bienvenue sur Mediapart. Née au Cameroun, grandie en France, installée aujourd'hui au Togo, Léonora Miano est une grande romancière, dramaturge et essayiste. Dans un nouveau livre, elle s'interroge sur le problème blanc et la blanchité, de quoi décontenancer à nouveau probablement ceux qui évacuent un peu vite la question du racisme et du colonialisme. Son œuvre est aussi une réflexion sur l'histoire, sur la mémoire, sur le fait d'être une femme noire. Léonora Miano est l'invitée d'Aller Libre, l'émission en accès libre de Mediapart. Bonjour Léonora Miano. Bonjour Mathieu. Je l'ai dit, vous avez écrit une vingtaine d'ouvrages, des romans à succès comme La Saison de l'ombre, prix Femina en 2013, Rouge impératrice, des pièces de théâtre en ce mois d'octobre, une pièce à la MC 93 de Bobigny, son titre La Foufoune, Not So In Love ces jours-ci, on en reparlera. Des essais comme L'autre langue des femmes ou Afropéa, une œuvre riche, une œuvre dense, dont les lignes directrices ce sont l'histoire, la mémoire, le colonialisme, ce qu'est être une femme noire notamment, et vous publiez aux éditions du Seuil ce livre, L'opposé de la blancheur, réflexion sur le problème blanc. Alors évidemment, quand on dit problème blanc, on sent les fourches sortir, notamment en France, où on n'aime pas trop poser les questions en ces termes. Léonora Miano, c'est quoi le problème blanc ? D'abord, c'est pure espièglerie de ma part que de l'avoir présenté comme ça en France. Je connais bien mes compatriotes et je savais que ça les titillerait. Mais le problème blanc, je dirais que, pour être sérieuse, c'est la manière dont la racialisation favorable dont fait l'objet à travers l'histoire a pu affecter les personnes qui sont définies comme blancs, qui se sont elles-mêmes définies comme blancs. Donc c'est la première étape d'un questionnement sur ce que ça a pu laisser comme empreinte. Affecté en quel sens ? Justement, c'est la question. Si on considère que la racialisation est une violence, puisque elle fracture le genre humain, on ne peut pas en sortir indemne. Donc, pour les Noirs, mais pas non plus pour les Blancs. Ni pour les Noirs, ni pour les Blancs. Personne ne peut en sortir indemne. Et donc, il s'agit de voir quelles sont les failles, les fissures, voire les blessures que ça a pu laisser dans les imaginaires, les inconscients, la capacité ou non à s'identifier aux autres. C'est tout ça que je veux interroger. Et pour pouvoir approcher les réponses, il faut regarder comment ça s'est fabriqué, cette blanchité. Ça s'est fabriqué comment ? Au fil des siècles, on imagine ? Au fil aussi des représentations ? Oui, au fil des siècles, on va dire que ça commence à un moment assez précis, c'est-à-dire que nous sortons du Moyen-Âge, on va entrer dans l'époque des conquêtes coloniales, la fin du XVIe siècle, et c'est à partir de là que, non pas à travers toute l'Europe, mais en Europe de l'Ouest, face aux autres, on se définit comme blanc. C'est quelque chose qui va permettre de légitimer le colonialisme, la violence, la prédation, puisque en définissant soi-même comme blanc et les autres comme fondamentalement autres, fondamentalement différents, on s'autorise des choses qu'on ne pourrait pas se permettre, par exemple, en tant que chrétien. On va décider notamment que quand on arrive chez ces autres, puisqu'ils ne sont pas blancs, ils ne sont pas nous, ces endroits n'ont pas de chef, ces endroits n'ont pas de nom. Les ressources de ces lieux nous appartiennent. Ces lieux sont découverts ils existent à partir du moment où nous y venons. Donc c'est un peu tout ça, et de voir comment est-ce que cette manière d'approcher les autres a forcément un peu traversé le temps et contaminé nos habitudes actuelles, sans que nous y pensions, parce que c'est très enraciné, c'est tellement ancien. Parler d'un problème blanc, est-ce que ça veut dire que, on imagine la réception pour certaines personnes qui nous regardent, ça veut dire que vous êtes une dangereuse identitaire qui souhaite racialiser absolument, surtout les moi, problèmes sociaux, loin d'une vision universaliste des choses. Surtout moi. Si on veut pouvoir se rejoindre dans un territoire de commune humanité, de commune vulnérabilité,
si on veut que nos humanités nous soient restituées telles qu'elles étaient avant cette racialisation, il faut passer par quelques conversations désagréables, mais il faut les avoir, je pense, assez froidement. Il ne s'agit pas d'incriminer les individus, il ne s'agit pas d'inviter chacun à battre sa coulpe et à se culpabiliser de quoi que ce soit. Il s'agit de comprendre ce qui nous est arrivé à tous et, l'ayant compris, de décider comment nous voulons aborder la suite de notre histoire, puisque nous ne serons plus jamais séparés. Vous dites dans Le Monde, je crois, il faudrait parvenir un jour à congédier cette question de la race, mais vous dites pas en l'évacuant, pas en l'oubliant, en l'affrontant. Bien sûr, si on veut dévitaliser les catégories raciales de tout ce qu'elles ont de nocif, il faut les regarder comme le problème qui se pose à nous, le problème qu'elles sont face à nous, la manière dont elles nous traversent toutes ces questions-là et comment les dépasser. Et donc ça suppose, ça implique même, oui, de les affronter encore une fois froidement, puisque l'objectif, c'est le dépassement. L'objectif, c'est pas de rester enfermé dans le ressassement du problème racial. L'objectif, c'est d'arriver enfin à une société où, certes, nous aurons toujours nos phénotypes différents, peut-être même que d'autres différences à travers nos mélanges se seront créées, mais il n'y aura plus jamais de signification politique ou symbolique attachée à la couleur de la peau de quelqu'un. Et ça, on ne peut pas le faire juste en le décidant comme ça. Il faut regarder tout ce qu'on a fabriqué à partir de ça pour pouvoir le dépasser, l'évacuer. En fait, le traiter. Vous le dites, les Blancs, souvent, ne se pensent pas comme Blancs. Ça veut dire quoi? Alors que les Noirs comprennent très vite, dans l'expérience de leur vie, qu'ils sont racialisés, qu'ils sont Noirs. Oui, bien sûr, parce que quand on est du côté du pouvoir, même si c'est un pouvoir seulement symbolique, parce qu'on peut être blanc et pauvre matériellement, mais on détient quand même ce pouvoir symbolique de la blanchité. Quand on est de ce côté-là, du côté du pouvoir, on est aussi souvent du côté de l'universalité. On est du côté de ce qui finalement peut s'imposer à tous, s'appliquer à tous. Et c'est assez confortable. On n'a pas envie de rentrer comme les autres dans une catégorie restreinte qui nous priverait de notre légitimité à incarner l'universel comme on le pense. Et donc on est un peu réticent à aller examiner cette partie-là de son héritage historique, puisque c'est un héritage. Vous parliez de conversation, vous parliez de réparation. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit en France il y a quelque temps, on ne déboulonne pas de statuts, notamment pas celles qui rappellent le code noir, l'esclavage, la domination coloniale. Et vous avez dit, je crois pas que ça va marcher comme ça. Il faut une réparation, et ça peut être ça peut être autre chose, mais il faut qu'il y ait un symbole, il faut qu'il y ait des symboles. Oui, c'est très important, puisque alors, dans le contexte dont nous parlions ici, et il s'agit de quelque chose de très précis et d'assez grave. C'est-à-dire que les statuts dont il était question sont les statuts qui ont à voir avec l'histoire esclavagiste de la France. Cette histoire esclavagiste, elle concerne donc toute une partie de nos concitoyens qui ont pour particularité de n'exister qu'en raison du crime contre l'humanité. C'est-à-dire que cette population se sont constituées uniquement parce que leur pays a commis un crime contre l'humanité. C'est très particulier. On peut quand même concevoir ça, que c'est très particulier, que donc nécessairement cela a produit des sensibilités particulières, et que puisque c'est la famille, ce sont les nôtres, ce ne sont pas des autres, ce sont les nôtres, et que nous savons que de ce côté-là de la famille, il y a une blessure, et que cette blessure, encore une fois, est particulière, il faut entendre ce que les blessés nous disent en ce qui concerne les possibilités de leur apaisement. S'ils nous disent que ce qui apaiserait, ce serait de déboulonner des statues, même si ça fait un peu mal, peut-être qu'on peut les déboulonner. Ou alors... Vous dites en France, on a parfois déboulonné des statues, on a parfois changé des noms de rue, on l'a fait. On l'a même beaucoup fait. Je ne sais pas si les Français sont tous familiers de ces épisodes de la Révolution
ou post-révolution. On pense au déboulonnage d'octobre 93, quelques années après la Révolution, où on a non seulement déboulonné, mais on a éventré les tombeaux des rois. On les a tous profanés, du dernier jusqu'à Clovis, pour ensuite, pris de remords, aller chercher les restes qu'on avait tous jetés dans la même fosse commune, et il ne restait plus que des lambeaux de ces rois. Et à cette époque, on a déboulonné énormément de statues, on a tout changé, on a voulu faire vraiment table rase du passé, et ce qui a été perdu à cette époque-là n'est pas récupéré aujourd'hui, mais la France a survécu. Il y a eu, même à ça, elle a survécu. Même à ça, elle a survécu. Il y a eu récemment des émeutes en France, après la mort du jeune Naël, tué par un policier. Il avait 17 ans. Et on a évidemment beaucoup entendu de la part du pouvoir politique, de la part de différentes instances politiques, de nos dirigeants, il n'y a pas de violence policière, et aussi il n'y a pas de racisme dans nos institutions. Et plus largement, ça rejoint la question en France, la question d'un racisme systémique n'est jamais posée vraiment directement. Est-ce que c'est une expression qui vous intéresse, ou en tout cas comment on réduit ce hiatus entre, d'un côté, un discours, y compris d'une partie de la population, qui nous dit en fait ça n'existe pas, et une autre partie de la population qui nous dit regardez, évidemment que ça existe, notamment dans les pratiques de la police. Comment est-ce qu'il y a une voie pour résoudre cet antagonisme en fait? Je pense que ceux qui ne veulent vraiment pas entendre n'entendront pas. Que l'on dise racisme systémique ou structurel, ce qui veut dire la même chose, structurel ou systémique, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement dans la loi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi raciste en France, mais il y a des habitudes. Il y a des habitudes qui viennent d'ailleurs de cette vieille histoire dont nous parlions tout à l'heure, justement. Vous parlez de racisme cordial en France, souvent, ça veut dire quoi? Ouais, le racisme cordial, c'est le racisme de ceux qui peuvent vous accorder leur sympathie dans la vie quotidienne, et même, disent-ils, leur amitié. J'ai des amis noirs, c'est ça? Voilà, c'est ça, mais qui n'acceptent pas que vous ayez du pouvoir. C'est ça, le racisme cordial. Vous êtes la mascotte, vous êtes le copain noir, celui qui a du soleil dans le cœur, mais vous ne pouvez jamais être vraiment un égal quand il s'agit de décider. Et la société française, d'ailleurs, n'est pas la seule à s'imaginer que les Noirs sont là seulement pour divertir et qu'ils sont sympas par nature. Ce n'est pas le cas. Dans un livre qui a été publié il y a une dizaine d'années, à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, je dis ça parce que c'est très présent dans le livre, écrit pour La Parole aux éditions de l'Arche. Voilà, ce livre, je le montre, il vient de ressortir. Vous écrivez: à quoi ça sert d'enseigner l'histoire des grands empires subsahariens aux petits Français si on ne leur dit rien de la présence noire en France? Et c'est intéressant parce que depuis quelques années, on a l'impression que cette conversation se réenclenche un petit peu en France. Il y a eu évidemment l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon. Et par ailleurs, la France semble ces temps-ci commencer à redécouvrir les figures noires de son histoire. Histoire au sens large, histoire de son ancien empire. En témoigne en ce moment, par exemple, en librairie, Mes étoiles noires, en images de Lilian Thuram avec l'historien Pascal Blanchard, ou bien encore un autre livre qui s'appelle Visible, Figures noires de l'histoire de France. 40 portraits illustrés où on croise notamment Alexandre Dumas, mais aussi les Sœurs Nardal ou la mulâtresse Solitude. C'est positif, c'est un début. On se rend compte dans ces livres, il y a des personnalités dont on ne nous parle jamais à l'époque. Mes étoiles noires, je pense que Lilian Thuram a écrit ça à la fin des années 90. Voilà, et là c'est la version c'est photo. Peut-être un poche ou c'est version photo, ok. Parce que ça fait déjà quelques années que le livre existe. Alors, c'est une bonne chose, certainement. Et il faut voir à quoi ça correspond vraiment et ce qu'on veut faire de ça. Moi, ce qui m'intéresserait beaucoup plus, bien sûr, il faut le faire, il faut faire ça, mais ce qui m'intéresserait beaucoup plus, ce serait vraiment que l'on produise enfin une narration assez fournie
sur toutes les présences qui constituent la France depuis qu'elle est allée se loger dans l'océan Indien, en Amérique du Sud, en Guyane, dans la Caraïbe. Ce qui est aussi la France, et ça vous le dites beaucoup. Ce qui est aussi la dans France, vos ouvrages. et que l'on voit comment toutes ces présences habitent vraiment l'identité française. Je ne veux pas seulement qu'on nous fasse des catalogues comme ça de personnalités, de figures. Je voudrais qu'on me dise comment est-ce que le fait d'avoir, par exemple, en son sein des citoyens amérindiens, comment est-ce que ça change la sensibilité française, comment est-ce que ça change la manière dont les Français pensent leur pays, que savent-ils de ses concitoyens, que savent-ils des Marrons de la Guyane, que savent-ils des Hmongs qui sont devenus français parce que leurs ancêtres avaient, pendant la guerre d'Indochine, choisi le côté français et ils n'ont pas pu rester au Laos. Donc, on les a accueillis en Guyane. D'ailleurs, ça ne s'est pas fait si facilement, l'attribution de la nationalité française pour eux. Mais ils sont français aujourd'hui. Donc tout ça, c'est la France. Et on ne voit pas comment ça se matérialise. On ne voit pas l'empreinte de tous ces ailleurs qui font de la France une puissance maritime, la deuxième au monde. Elle est une puissance maritime parce qu'elle est dans tous ces ailleurs qui ne sont pas européens, où les gens ne sont pas blancs, mais où ils sont français. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire pour tous les Français? Parle-t-on assez aux Français de tous les Français? Je n'ai pas l'impression. Et donc moi j'attends ça vraiment avec impatience. Je veux voir des fictions qui me racontent l'arrivée de la France en Guyane, qui me racontent ceux qui sont restés des héros pour les Amérindiens d'aujourd'hui. Je veux voir des fictions qui me racontent les engagés indiens de la Réunion. Je veux voir des fictions qui me parlent des Kanaks. Parce que tout ça, c'est la France. Et c'est tellement extraordinaire, en fait, que si ce pays voulait bien assimiler toutes ces présences, je crois que j'aurais pas besoin d'écrire un livre sur la question blanche. Oui. Parce qu'elle se poserait pas. On saurait s'identifier aux autres immédiatement. On n'aurait plus à poser toutes ces questions. Mais si elle se pose encore, c'est qu'on a tardé. C'est qu'on tarde. On tarde à se reconnaître, à reconnaître l'autre comme son semblable, sans question. Il y a 10 ans, dans ce même livre écrit par la parole, vous parliez de ces voix assimilationnistes, des opposants au multiculturalisme qui ont peur de la perte des repères, la peur qu'on n'ait pas le choix. 10 ans plus tard, on peut dire qu'ils sont clairement toujours là, de plus en plus là, peut-être en tout cas de plus en plus bruyants, voilà. Ouais. Pourquoi ils sont plus là et ils ont peur de quoi ? Les gens ont peur de disparaître, ils ont peur que leur univers de référence disparaisse, le monde connu. Mais justement, dans tous ces ailleurs dont je viens de parler et qui sont la terre de France aujourd'hui, le monde connu a disparu des dizaines de fois. Et les gens ont survécu à ça, ils ont inventé autre chose. Alors, peut-être que oui, le monde va se transformer un peu, il y aura quelques mutations. Mais ce qu'il faut dire à toutes ces personnes, c'est qu'on ne les entend jamais dire que il faut se débarrasser de la Guyane, qu'on ne veut plus ces territoires, qu'on ne veut plus ce que ces terres nous apportent. Quand ils nous décrivent l'identité française, ils ne parlent que de l'identité telle qu'elle s'est forgée dans le peuplement ancien de la partie européenne de la France. Mais il se trouve que la France, déjà depuis longtemps, ce n'est plus seulement ça. La France, déjà depuis longtemps, et ce fut sa volonté, c'est l'histoire qu'elle a écrite, n'est pas seulement un territoire européen. Donc, elle n'est pas seulement une terre blanche, elle n'est pas seulement une terre chrétienne, elle est multiple, elle est d'office multiculturelle, sans même que l'on parle de l'immigration postcoloniale récente. La France est déjà multiculturelle à l'époque de la Révolution. Vous avez constamment interrogé les liens entre la France et ses anciennes colonies, y compris par la langue, puisque cette langue française, vous qui êtes né au Cameroun, qui vivez au Togo et qui êtes française, c'est la vôtre, c'est pleinement la vôtre. Ah oui, complètement. Et c'est récemment le Togo, c'est près du Burkina, c'est près du Sahel. Récemment,
dans ce Sahel où des putschistes ont pris le pouvoir récemment, délogeant les pouvoirs alliés à la France dans la lutte contre différents groupes djihadistes. La France a dit, on en a beaucoup parlé ici, et beaucoup, je sais, en Afrique aussi, plus de visas pour les étudiants, pour les artistes du Sahel. Vous, évidemment, vous avez d'ailleurs travaillé avec l'actrice et metteuse en scène burkinabé Odile Sankara, sœur de Thomas Sankara. Vous êtes venu étudier en France au début de votre vie d'adulte. Donc aussi ce parcours-là, finalement, de venir en France, vous l'avez eu. Comment vous avez vécu ça, vous, cette annonce? Qu'est-ce qu'elle nous dit aussi? De deux façons. Évidemment, sur le moment, on est choqué parce que la France, pour le monde entier et pour elle-même, c'est un pays de culture. C'est un pays pour lequel les arts sont importants, l'instruction, l'éducation. Et c'est un pays où on sait aussi que, l'influence, puisqu'il est question de ça, pour la France en Afrique subsaharienne francophone, l'influence se crée aussi à travers le fait que des jeunes gens vont venir en France achever de grandir, hein, et que quand vous venez quelque part faire vos études, vous êtes un jeune adulte, vous avez 18 ans, vous allez vous attacher à cet endroit. Et donc, perdre ça, il faut bien réfléchir. Alors, c'est pas très facile non plus en ce moment de faire autrement, puisque en face, il y a de l'opposition. Et il y a de l'opposition, les gens ont des raisons de formuler ces oppositions, et on traverse un moment difficile. Mais c'est pas dans un moment comme ça qu'il faut se fendre de déclarations quotidienne pour dire on refuse que les artistes viennent, on refuse les adoptions, parce que ça a été dit, ça aussi. Enfin, il faut se calmer un peu et chercher toutes les voies d'apaisement possibles. Parce que s'il y a de la contestation en ce qui concerne les questions politiques en Afrique subsaharienne aujourd'hui, il n'y a pas de contestation par ailleurs. L'attachement est profond. Ça fait partie des grands paradoxes de cette situation. Mais si on y réfléchit bien, ce n'est pas si paradoxal. Lorsque vous êtes attaché à quelqu'un et que, en plus, vous êtes attaché à cette personne qui, au départ, est quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est déjà assez compliqué à gérer. C'est pas si facile comme type de relation. Si, en plus, vous lui faites confiance pour vous débarrasser d'un problème, parce que vous pensez qu'elle en a les capacités et que ça n'arrive pas, vous vous mettez à douter, c'est pas de cette manière arrogante qu'il faut réagir quand on a failli, puisque aux yeux des Africains, la France a failli. Les Africains n'imaginent pas que de sa propre volonté, que la France ait pu être battue par les djihadistes. Les gens n'arrivent pas à imaginer ça, que vraiment... Et donc, pour eux, pour beaucoup d'entre eux... J'imagine d'autres sortes d'explications, du coup. Oui, pour beaucoup d'entre eux, elle n'a pas voulu. Et si elle n'a pas voulu? Alors là, il y a des grands fantasmes, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais il y a quelque chose comme ça. Et il y a quelque chose comme ça, on se sent un peu trahi. Et donc, il faut se calmer. Je parle du leadership français qui est un peu trop arrogant, qui parle trop vite aussi et qui parle n'importe comment aux gens. Il faut prendre le temps d'essayer de comprendre et d'apaiser. Et puis peut-être aussi savoir se mettre en retrait parfois. Ouais. Vous avez parlé de parcours de migration, d'exil. Votre précédent livre, Stardust, c'est un roman justement très fortement inspiré de votre passage il y a plus de 20 ans dans un centre de réinsertion et d'hébergement d'urgence du 19e arrondissement de Paris, justement au moment où vous veniez, peu de temps après que vous veniez d'arriver en France pour faire vos études. L'immigration et l'exil, écoutons ce qu'en disait la grande romancière Maryse Condé, autrice notamment de Tituba et la sorcière, qui a reçu le prix Nobel alternatif de littérature en 1999. C'était sur RFO. Ce que je redoute, c'est que toujours dans la notion de migration, il y a quelque chose d'un peu négatif. On dit ce ne sont plus des gens du pays réel, ce ne sont pas tout à fait des étrangers, ils ont perdu leur culture. Il faut regarder par exemple les discours que certains d'entre nous tiennent sur ceux qui ont vécu à l'extérieur.
Or, je pense au contraire profondément que la migration est un des éléments les plus enrichissants pour une collectivité. Des fois, l'exil est dur à vivre, mais si vous voulez, au point d'arrivée, on s'enrichit tellement, on prend tellement de choses qu'au départ on ne connaissait pas, on prend tellement de choses qu'on finit par devenir de plus en plus riche. C'était en 1999, donc il y a 24 ans. Aujourd'hui, ce discours, notamment dans l'espace européen, oui. très difficile à entendre. Qu'est-ce qu'il faut garder de ce qu'elle dit là? Elle a raison de parler de richesse, elle a raison de parler d'enrichissement. C'est ce qui arrive quand on va se frotter à d'autres codes culturels, à d'autres codes sociaux, à d'autres manières de faire, d'imaginer, de concevoir. Moi, j'aime le voyage, j'aime l'immersion dans des ailleurs. Je suis quelqu'un qui est très attiré par la différence des autres. Quand j'étais gamine et que je regardais des westerns, mon père était fan de westerns, je rêvais d'habiter dans un tipi. J'avais pour fantasme l'Amérindien. Et donc, j'ai toujours été comme ça. Et donc, moi, je fais partie des gens qui sont attirés par ce qui ne leur ressemble pas. Et donc, oui, je crois à l'enrichissement qui nous vient de nos voyages, et même des voyages contraints. Même des voyages contraints, parce que une fois qu'on est sur place, on fait des rencontres. On ne peut pas rester, se recroqueviller sur sa petite douleur. On finit par vivre. Et la vie nous attrape, et avec elle viennent des rencontres, des relations, et des choses qui vont avoir une influence forte sur nous, et parfois très belle. Donc, refuser... Et puis bon, ça fait partie du mouvement naturel des êtres humains. Depuis que nous existons, nous migrons, nous marchons, et pour toutes sortes de raisons. Et quant aux Européens qui... aurait le désir aujourd'hui d'ériger de hauts murs pour se protéger des vulnérables, parce que c'est ça, c'est de cela qu'on veut se protéger, ceux qui manquent, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui n'ont pas les moyens. Les autres, on ne veut pas s'en protéger, on veut qu'ils viennent dépenser. Donc c'est des vulnérables qu'on veut se protéger. Ben, il faut lui rappeler que elle fut vulnérable. C'est bien pour ça qu'elle a envahi les Amériques. C'est bien pour ça que les Européens de l'Ouest se sont déversés sur le monde. Qui les a invités dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Sud? Qui a invité les Italiens qui se sont installés au Brésil ou aux États-Unis? Pourquoi se sont-ils installés là-bas? Qui a invité les Anglo-Saxons qui se sont installés? La misère. Voilà, soit la misère, soit... l'intolérance religieuse. Pour beaucoup, ça a été ça à une époque. Ceux qui ont fondé les États-Unis, c'était beaucoup ça à un certain moment. Et puis, pour certaines populations, oui, la grande pauvreté, les Irlandais, les Italiens et tant d'autres. Et voilà, et non seulement ont-ils migré, mais ils l'ont fait sans titre, ils n'ont demandé la permission à personne, ils ont arraché des territoires. Qui se propose de faire ça aux Européens aujourd'hui? Qui se propose d'arracher la France aux Français? En ce mois d'octobre, vous avez cette pièce, donc à la MC 93 de Bobigny, pour un spectacle qui s'appelle La Foufoune, Not So In Love ces jours-ci. Alors c'est l'histoire, selon Libération, je l'ai pas vu encore, d'une femme de 50 ans qui raconte qu'elle veut bien continuer à coucher avec des hommes, mais sans se mettre en couple. C'est comme ça que Libé le résume. Une pièce qui s'ancre dans le vécu intime des relations sexuelles et amoureuses entre les hommes et les femmes dans l'Afrique subsaharienne, qui est aussi une part importante de ce que vous avez écrit et exploré. Oui. La vie, quoi. La vie, nos vies. C'est pas vraiment une pièce, c'est quelque chose que j'ai eu l'habitude de faire ces dernières années avec Francis Lassus, mon acolyte batteur. Mais le texte ici est beaucoup plus ample. D'habitude, on faisait ce que j'appelais des récitals poétiques, parce qu'on avait plusieurs textes à dire en musique, dans la veine, je sais pas si vous connaissez ça, mais dans la veine des poètes du Black Arts Movement. Le Black Arts Movement, c'était
le pendant culturel et certains disent spirituel aussi du Black Arts, du Black Power Movement. Donc c'était son pendant créatif, donc littéraire, musical. Et là-dedans, il y avait beaucoup de poésie et c'était souvent, voilà, la manière du Black Art, c'était des poètes qui venaient sur scène avec leurs textes. Un musicien, c'est très important d'avoir son texte en main parce que on descend d'une lignée de gens à qui on avait interdit d'écrire et de lire, et donc il y a quelque chose comme ça de revendicatif dans cette appropriation du texte écrit qu'on a soi-même écrit. Donc on vient avec son texte et on vient parler d'un vécu minoré. Donc le vécu des afrodescendants des États-Unis, leurs aspirations, leurs attentes en matière politique aussi. Et bon, moi j'emprunte cette esthétique-là pour parler d'autre chose et le faire en français, ce qui donne un peu une approche différente. Mais ce texte-ci s'intéresse, on va dire, à l'épanouissement des femmes africaines en territoire hostile. Leur épanouissement sexuel en territoire hostile. Hostile car miné de toutes parts. Hostile car très, très machiste. Peut-on s'épanouir sexuellement si on ne cherche pas tellement d'autres épanouissements parce qu'on est complète par ailleurs? Est-il possible de s'épanouir? Telle est la question. Vous écrivez aussi beaucoup que les femmes noires, et notamment ces femmes subsahariennes, ce sont des voix qui n'intéressent personne, des voix silencieuses, des personnes qu'on ne voit pas. Vous dites, je veux des téléfilms, comme vous disiez tout à l'heure, je veux des téléfilms sur la France au sens large, je veux des téléfilms aussi sur ces histoires, sur ces personnes. Oui, je veux enfin qu'on puisse se connaître, En ce qui concerne les femmes africaines, je ne dirais pas tellement qu'on ne les voit pas, je dirais plutôt qu'on aime les voir à certains endroits, mais que on ne les envisage jamais comme référence, par exemple, parce qu'on ne connaît pas tellement nos histoires, et en particulier nos histoires précoloniales. Un continent africain a des histoires de femmes très très riches, qui pourraient, je pense, si elles étaient connues, si elles étaient promues, inspirer toutes les femmes à travers le monde. Mais elles sont peu racontées. Et on a l'impression qu'être une Africaine, c'est être avant tout un être souffrant et sans pouvoir. Ça a pu l'être, mais ça n'a pas été que ça. Et nous avons énormément à offrir et il faut venir faire notre connaissance. Et je considère que on ne peut pas parler d'universel féminin, on ne peut pas nous proposer de solutions pour toutes les femmes, valant pour toutes les femmes, ou même une grande internationale des femmes, si on n'a pas de référence africaine. Voilà, justement, je dis ça. Je dis que tant que vous n'aurez pas de référence africaine, vous ne pouvez pas parler pour nous toutes. Léonore Amiano, L'autre langue des femmes, ça c'est un livre qui est toujours disponible en poche, paru il y a quelques années, justement sur ces expériences. Absolument. Et ces communications entre les femmes, y compris dans l'histoire, dans l'Afrique subsaharienne. Justement, là, un petit message que ce que vous disiez juste avant, c'est un petit message aux féministes. Est-ce que vous vous définissez, vous, comme une féministe, ou est-ce que pour vous, le féminisme tel qu'il s'exprime, tel qu'on le voit s'exprimer majoritairement, c'est d'abord un féminisme blanc qui traduit pas forcément les expériences, l'aspiration, le vécu des femmes noires? Non, il y a un féminisme noir, on ne peut pas le nier puisqu'il s'est créé. Vous allez me fâcher avec tout le monde, Mathieu. Mais je vais vous le dire. Je ne me définis pas comme féministe parce que je n'ai pas ce problème. C'est-à-dire? Le problème de mettre l'homme au centre de ma vie. Pour être féministe, il faut s'estimer dominé par les hommes. Moi, je ne m'estime pas dominé par les hommes. Du tout. Je pense que les hommes ne peuvent pas me dominer. Et que c'est souvent cela qui leur pose problème avec moi. Et donc, je pense que c'est aux hommes surtout d'être féministes, puisque ce sont eux qui sont avantagés par un certain ordre des choses. Et que c'est eux qui devraient être obsédés par l'égalité, obsédés par la justice dans ce domaine, c'est-à-dire la possibilité pour nous tous de nous réaliser comme nous l'entendons.
Donc je ne suis pas féministe, mais je suis peut-être pire. Parce que j'ai tendance à me croire supérieure à beaucoup de messieurs. C'est ce qu'on m'a appris. Et donc je ne vise pas toujours l'égalité. Je crois que je suis souvent au-dessus. Merci beaucoup, Léonora Miano. On rappelle votre livre L'opposé de la blancheur, réflexion sur le problème blanc. Ça sort au Seuil. Aussi, cette réédition écrit pour La Parole. Je le montre aux éditions de l'Arche et tous vos autres romans et essais. Il y en a beaucoup de disponibles. Également, donc, Bobigny, MC93, La Foufou Not So In Love ces jours-ci, avec aussi d'autres dates à venir à Liège et à Lausanne. Merci Absolument. beaucoup d'être passé par L'air libre. Merci à vous de nous suivre. Cette émission, elle est en accès libre, vous le savez. Si vous voulez voir plus d'émissions comme celle-ci, abonnez-vous à Mediapart. Merci beaucoup, bonne soirée.